Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session du Startup Show. Aujourd'hui, nos invités sont les cofondateurs de la startup TerAlpha. Alors, TerAlpha est un merveilleux exemple un peu de synergie qu'on peut trouver entre la recherche qui est menée sur un territoire, ici en l'occurrence celui de la Technopole et de Sophia Antipolis, et également la création d'entreprises. Donc, TerAlpha a été créé en 2011 et 2009, voilà, mais c'était l'incubateur, vous étiez à l'incubateur à ce moment-là, voilà. Absolument. Et donc, monte en puissance, et on a parlé notamment de TerAlpha lors de la découverte qui avait été largement mondialisée, médiatisée par la revue Nature, d'une peptide venant du mamba noir. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui à la fois de l'objectif, des ambitions, du marché de TerAlpha et également donc de tout ce du secteur d'activité des biotech et des perspectives qu'elles peuvent offrir. Alors, tradition dans le Startup Show, c'est le pitch elevator. En 2 minutes, vous présentez votre entreprise et également, bien entendu, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle va compter mettre sur le marché. Écoute, merci Jean-Pierre de cette invitation d'abord. Au nom de TerAlpha, on est particulièrement fiers de pouvoir participer à cette émission. Alors quelques mots sur notre entreprise qui a été créée en 2009. TerAlpha est une entreprise qui est issue de la science d'un grand laboratoire qui est basé à Sophia Antipolis, qui s'appelle l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire. L'intégralité de nos projets proviennent de composés qui ont été découverts par le professeur Michel Azinski qui est à mes côtés et qui nous avons cofondé cette entreprise, et en partenariat aussi avec l'Université nationale de Singapour. Notre entreprise aujourd'hui est basée à Sofia, et notre cheval de bataille, on va dire notre concept, c'est d'essayer de révolutionner la prise en charge de la douleur. Et comme vous le savez, la douleur est quelque chose de complexe et qui n'est pas forcément très bien traité par les produits actuels, notamment la morphine, dans certaines conditions. Et notre entreprise essaye de fournir des solutions à ces malades qui sont souvent en déshérence de nouveaux traitements. Alors, aujourd'hui, notre compagnie a, on va dire, 3 projets majeurs. Ces 3 projets sont des projets différents qui traitent différents types de douleurs, notamment des douleurs neuropathiques, des douleurs issues du cancer, par exemple, des douleurs issues de l'arthrose, et on sait que l'arthrose, c'est des sujets de santé publique aujourd'hui. Et donc, le concept de notre entreprise, c'est de prendre ces projets assez tôt et de les faire passer les différentes étapes qui vont les emmener au marché. Alors, le monde de la biotechnologie, je fais une petite parenthèse parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent. La biotechnologie, ce n'est pas identique au monde du logiciel. C'est un secteur d'activité qui nécessite beaucoup de capitaux et beaucoup de temps. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est en majeure partie du temps lever de l'argent pour essayer de financer ces projets et de les avancer le mieux possible et le plus rapidement possible. Voilà, en quelques mots. Alors on va quand même parler de la technologie que vous mettez en œuvre. Et cette technologie, je pense qu'à la clé de cette technologie, c'est le professeur Lazansky. Alors, je ne vais pas le présenter parce qu'il est mondialement connu. Il est très modeste. Je veux dire, il a notamment la médaille d'or du CNRS. Alors ça, c'est vraiment une reconnaissance absolument exceptionnelle, d'autant plus qu'il l'a eu en l'an 2000, qui était elle aussi une année tout à fait exceptionnelle. On l'a cité pour le prix Nobel. Alors, il a fait des recherches vraiment étonnantes sur les canaux ioniques. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez, pour vulgariser, je dirais, ce que sont les canaux ioniques et toutes les perspectives qu'elles peuvent ouvrir en termes de combat contre la douleur? Alors, je vais parler de cela extrêmement brièvement parce que
tous nos composants obtenus à partir de venin ne travaillent pas sur les canaux ioniques, mais une bonne partie le font. Les canaux ioniques, ce sont simplement ces micro-machines qui, dans tout notre organisme, génèrent notre électricité. Sans électricité, pas de cerveau, sans électricité, pas de cœur, sans électricité, rien du tout. Et quand on perçoit la douleur parce qu'il y a un signal électrique. Si on se pince, il faut convertir ce signal mécanique en signal électrique qui va aller le long de nos nerfs, qui vont aller à notre moelle épinière et puis qui va être détecté par notre cerveau. Si on met notre main sur une plaque chaude, c'est la même chose. Il faut convertir le chaud en signal électrique. Si on a une inflammation, pour percevoir de la douleur, il faut convertir cette inflammation en un signal électrique. Et ce convertisseur de signal électrique, c'est les canaux ioniques. Donc, depuis des décennies, notre laboratoire, à Sophia Antipolis, mais avant dans un précédent institut que j'avais créé à Nice, a abordé cette étude des canaux ioniques, et il fallait des outils pour aborder cette étude des canaux ioniques, et ces outils, depuis plus de 30 ans, on les a sortis des venins. Mais notre intérêt pour la douleur est beaucoup plus récent, et c'est là qu'on a trouvé des composants du venin qui étaient extrêmement utiles dans le traitement de la douleur. Alors, est-ce qu'on peut expliquer qu'ils stoppent un peu la circulation électrique, ces venins? Quel est l'effet qu'ils peuvent avoir justement pour éliminer la douleur? Alors, avant cela, et en reprenant sur ce que David a dit tout à l'heure, avant cela, il faut se rappeler que le composant numéro 1 dans le traitement de la douleur aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est une substance naturelle, c'est la morphine, n'est-ce pas? Et que les autres composants, qui sont certainement très insuffisants, ont eux été créés pour la plupart dans les années 50, dans les années 60 et pour quelques-uns plus récemment. Ces composants de venin que nous avons utilisés, brevetés, et à partir desquels nous avons créé la compagnie, et qu'on trouve dans les araignées, qu'on a trouvé dans les serpents, bien avant, dans les cobras, avant de les trouver dans les mambas, et on a un brevet pour des serpents de cobras, pour des cobras, qu'on a trouvé dans des anémones de mer. Tous ces composants de venin bloquent la perception de la douleur, soit d'une façon périphérique, c'est-à-dire là où elle naît, soit bloquent la chronicité de la douleur en agissant particulièrement sur le relais de la moelle épinière, qui est important dans tous ces processus que tout le monde connaît, et qui rendent la douleur chronique parce qu'elle est neuropathique, parce qu'elle est terminale cancéreuse, parce qu'elle est post-opératoire. Donc on a toute une série de composants de ces venins qui ont été découverts pour d'autres raisons, mais qui sont très actifs sur la douleur et qui peuvent bloquer cette douleur, soit de façon périphérique, soit de façon, ce qu'on appelle plus centrale, et pour empêcher la chronicité, soit les deux. Alors, est-ce qu'il y a eu déjà des médicaments ou des médicaments qui seraient en phase de mise sur le marché? À quel stade en est actuellement donc Teralfa? Alors, je vais prendre la parole pour ce point-là peut-être, mais il existe aujourd'hui un médicament qui est un médicament issu de venin qui est aujourd'hui sur le marché. C'est un médicament important parce que ça a été le premier de cette classe à démontrer qu'il était possible de soigner des douleurs graves au travers de l'utilisation de ce type de composé. Donc oui, aujourd'hui il y a des exemples de médicaments peptidiques dédiés au traitement de la douleur. Et pour que vous ayez une idée du marché de la douleur aujourd'hui, c'est un marché qui est d'environ 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 5 continents. Donc c'est un marché immense et c'est un marché qui tente à se transformer, parce que Michel le disait très justement, c'est que la morphine est un merveilleux produit, mais c'est un produit qu'on connaît tous et c'est un produit toxique aussi. C'est un produit qui soigne la douleur, qui bloque la douleur, mais qui a des contraintes d'utilisation qui sont réellement importantes. Et donc, population vieillissante, morphine dont on connaît mieux les désavantages, font que il y a une porte aujourd'hui importante au développement de nouveaux composés.
Donc pour répondre à la question, nos composés sont portes de la clinique, c'est-à-dire que d'ici à 1 an, en tout cas pour un de nos composés, on devrait pouvoir commencer à le tester chez l'humain. Et dans notre monde de la biotechnologie, c'est une étape majeure que de pouvoir passer chez l'humain, avoir cette autorisation. Et aujourd'hui, toute notre énergie est focalisée sur passer ces différentes étapes pour l'amener chez l'humain et démontrer que ce sera un médicament efficace. Notamment, je parle d'un médicament qui sera donné pour traiter les douleurs liées à l'arthrose qu'on développe en partenariat avec une société pharmaceutique qui s'appelle Flamel Technologies, qui est un partenaire, qui est une société cotée au Nasdaq aux États-Unis, une société française, et avec qui on développe ce nouveau composé. Quels sont Permettez-moi d'ajouter un mot là-dessus. Il y a 2 aspects dans la douleur. Il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont résistants à tout type de composés existants actuellement. Et ils sont nombreux, et pour cela, il faut trouver une solution. Et puis, il y a les gens qui sont traités par des médicaments disponibles actuellement et qui souffrent d'effets secondaires considérables, et je ne parle pas là de la morphine. Et puis il y a même une 3e situation, qui est la situation qui concerne la morphine, qui fait que quand on utilise la morphine et quand on doit continuer à l'utiliser, on doit escalader les doses de morphine qu'on utilise, et là surviennent non seulement ce que tout le monde connaît, les problèmes psychologiques, mais des problèmes d'accoutumance, des problèmes de dépression respiratoire, dépression de blocage gastro-intestinal. Par conséquent, 2 classes de patients extrêmement importants, ceux qui sont traités par rien, et tout le monde en connaît, et ceux qui sont traités déjà par quelque chose, mais avec des effets secondaires qui deviennent insupportables. Et là, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y aurait des effets secondaires? Est-ce que pour l'instant, ça, on ne peut pas le savoir? Alors aujourd'hui, on ne peut pas prévoir d'effets secondaires sur les produits qu'on a en main, sauf des effets secondaires bénéfiques. Et si je dis cela, ça n'est pas pour enjoliver les choses, mais tout ce qu'on connaît comme effet en dehors de la douleur, sur la plupart des peptides que nous avons, des composants du venin que nous avons, et je répète, certainement, mais il y a des peptides de cobra, il y a des peptides d'araignées qui sont venus les premiers, il y a des peptides de venin d'anémone de mer qui sont les premiers en développement pour Flamel, donc Mamba est le dernier étage de la fusée, mais au contraire, on pourrait probablement en faire des applications dans d'autres pathologies positives. Donc pour l'instant, on ne voit pas d'inconvénients majeurs se profiler à l'horizon. Et bien entendu, quand on injecte ces composants chez l'animal, sinon il n'y aurait pas de société, à des grandes concentrations, les animaux n'ont pas d'effets secondaires du tout. Donc ça laisse un grand espoir. Ça laisse un grand espoir. Parce que justement, on n'a pas découvert depuis de nouveaux médicaments efficaces contre la douleur. Ça fait de très très longtemps. Hein. Il y a très peu de choses qui sont sorties. Ce qui s'est passé, on peut revenir brièvement sur ce que disait David, nous avons créé la société parce que quelqu'un avait ouvert la voie, il l'a cité, avec des composants de venin de cônes, c'est-à-dire ces escargots de mer, ces coquillages. Ce sont des gens qui ont eu l'autorisation, et qui vendent ça, qui ont l'autorisation de venir sur le marché avec des effets secondaires absolument colossaux, mais qui néanmoins sont prescrits chez les patients qui ne sont traités par rien. Et je rappelle que il y a des patients douloureux qui ne sont traités par rien et qui sont au bord du suicide à cause de leur douleur. Donc voilà. Donc par rapport à ce peptide, il y avait des avantages, par rapport à ce composant du venin, il y avait des avantages considérables. On passe notre vie à se poser la question quel est le bénéfice-risque pour le malade et tout au long de la vie du composé, du développement. Donc c'est ce que dit Michel. Là, en l'occurrence, ce composé avait énormément d'effets secondaires, mais il a toujours. Il les a toujours, mais par contre, il permettait à certaines personnes d'être soignées. Donc c'est pour ça, pour notre entreprise aujourd'hui, il y a une allée. Et peut-être juste un point aussi sur la France.
au travers du monde de la douleur, il ne faut pas oublier que, au-delà de la découverte, qui sont des découvertes majeures qui ont été faites dans le laboratoire du professeur Lasinski sur la découverte de ces canaux, la découverte de ces composés, mais la France a une histoire du monde de la douleur. Sanofi-Aventis, Sanofi, qui est une grande entreprise pharmaceutique, vend un composé majeur de la douleur qui est le Doliprane. Il ne faut pas oublier qu'en France a été créé UPSA, qui appartient maintenant à une société pharmaceutique américaine. Donc il y a un savoir-faire français, notamment à Clermont-Ferrand, sur la douleur. On ne peut pas dire ça de tous les pays. Aujourd'hui, il y a un savoir-faire et je pense qu'au travers des recherches de Michel Lasinski, notre entreprise essaye de faire durer ce savoir-faire qui est un savoir-faire remarquable. Alors, est-ce que c'est facile d'exploiter la recherche, au moins de l'appliquer, la recherche d'un institut public? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que vous avez pu rencontrer quand vous avez voulu passer de la recherche aux applications? Vous voulez dire sur le plan technique ou sur le plan financier? Financier, administratif, je pense que c'est Oui, plus là que ça se niche. Le plan administratif et le plan financier, il se trouve que je le connaissais très bien, parce qu'en ayant construit 3 instituts de recherche et en conduisant des politiques, on le fait aussi avec des finances. Quel monde j'ai découvert? J'ai découvert un autre monde, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il y a des problèmes? Bien sûr qu'il y a des problèmes. Les problèmes ne se posent pas, et David pourra en reparler après, le problème, à mon avis, ne se pose pas tant sur le fait de convaincre les gens que ce sont des produits nouveaux, que ce sont des cibles nouvelles, qu'il y a une voie nouvelle. Je pense que tout le monde est convaincu extrêmement rapidement. Le problème est la conviction de faire l'investissement en temps utile. Et là, tout à fait. Alors, comment ça se passe dans ce domaine-là qui est essentiel quand même? À la question avec l'Institut, moi je trouve au contraire que bon, c'est assez remarquable. On a des gens qui sont des gens de premier niveau, donc qui sont vraiment des gens très impliqués dans leur projet. Donc c'est un avantage de pouvoir discuter avec eux et je pense qu'on n'a eu aucune problématique de discussion. Je pense que c'est vrai, et ce que dit Michel est absolument stratégique, c'est que notre entreprise, ces entreprises start-up vivent d'un carburant qui s'appelle l'argent. Les projets, on les a. Généralement, les hommes, on les a pour les développer. En partie, on peut toujours trouver de l'assemblage d'autres compétences qui vont venir grossir cette entreprise. Mais ce carburant, il est absolument essentiel. Donc, il y a plusieurs aspects pour pouvoir en trouver. Il y a d'abord, et ça c'est vrai qu'en France, on a de la chance, on a des outils qui nous permettent de trouver cet argent, de l'argent public, au travers des pôles de compétitivité, au travers d'Oseo, au travers de différentes choses. Donc ça, Terra Alpha a passé toutes ces étapes. On a trouvé de l'argent sur un projet qui s'appelle Subalgique pour un de nos composés, 2 500 000 €. On a fait un accord industriel aussi avec Flamel, dont on a parlé tout à l'heure, pour essayer d'avancer un de nos composés encore plus rapidement. Mais, encore une fois, vu que c'est des projets qui coûtent cher, c'est des projets qui prennent du temps, on a besoin d'avoir de l'argent privé. Et il s'est passé quelque chose en France qui a, à mon avis, révolutionné ce monde. C'est que vous savez qu'il y a eu les règles Solancy, Bâle, etc., qui ont réorganisé la finance internationale. Et tout cet argent, une partie de cet argent est partie de la France pour aller dans d'autres endroits. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'on est obligé de parcourir des kilomètres, d'aller dans d'autres pays pour aller trouver de l'argent pour financer nos entreprises. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la partie la plus longue et la plus fastidieuse de notre travail, parce que sans argent, pas de projet, hein, c'est inévitable. Il faut ajouter, je pense, à ce que David a dit, que c'est une entreprise particulière, parce que beaucoup d'entreprises dans ces domaines se créent en amont. J'ai une bonne idée, j'ai une cible, je vais découvrir une molécule. Ou je vais faire du service dans le domaine de la douleur. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, les molécules sont là. Les molécules ne sont pas simplement acceptées par la communauté scientifique et depuis longtemps et dans les meilleurs journaux, mais les brevets internationaux sont là. Ce sont des molécules brevetées et il suffit de faire le travail réglementaire, parce qu'il y a quand même un travail réglementaire. Au-delà de ce que dit le laboratoire, il y a ensuite des règles pour regarder les toxicologies. Et puis ensuite, c'est directement
les phases qui amènent chez l'homme volontaire sain et même chez le patient, très rapidement. Donc c'est une entreprise très particulière dans la mesure où elle peut aller très rapidement chez le patient et que le point déterminant n'est plus la découverte de quelque chose, mais l'argent. Voilà. Notre capacité à développer. Alors pour ça, on a beaucoup d'idées. Je vous dis, on a parlé projet de pôle de compétitivité. On a aussi cet accord industriel avec cette entreprise pharmaceutique qui s'appelle Flamel. Vous êtes dans Eurobiomède, je crois. Bien sûr, on est membre d'Eurobiomède, on est même au bureau d'Eurobiomède. Et puis, il faut avouer aussi que notre entreprise, nous l'avons créée à 3. Et dans le groupe, il y a Michel qui est venu avec sa science, moi pour ma partie de management de l'entreprise, et puis on a aussi un partenaire qui s'appelle quand même Marc Vasseur, qui est un grand monsieur de l'industrie, qui a créé des entreprises qui ont fait des grands succès et qui est notre business angel en définitive, qui depuis le début de notre entreprise supporte financièrement et aussi avec ses idées et son dynamisme le développement. Donc c'est un tout en définitive. Fabriquer une société de biotechnologie, c'est pas uniquement un peu d'argent. Il faut un peu de tout pour arriver à faire quelque chose que la mayonnaise prenne, que tout ça se développe le mieux possible. Bien, je pense qu'on pourrait parler de cela pendant encore longtemps. On va quand même passer aux questions des internautes. Voilà. Donc, première question. TerraAlpha fait-elle partie d'un pôle de compétitivité? On en a parlé. Si oui, quel soutien peut-elle en attendre? Question de Fred. Alors, on fait partie d'Eurobiomède et c'est un pôle que j'affectionne particulièrement parce que c'est un pôle qui est birégional, donc qui s'appuie sur Languedoc-Roussillon et PACA. Donc ça nous ouvre des perspectives de travailler et de développer avec Montpellier, Marseille, et bien sûr avec Nice. Eh ben, il y a bien évidemment les projets. Donc aujourd'hui, nous avons un projet qui s'appelle Subalgic, qui a obtenu les labels pour quand même un montant significatif de 2 500 000 € avec des partenaires qui sont à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence et à Sophia Antipolis. Pour un peptide de Cobra, cette fois-ci, pas de Mambal, absolument. on peut le prendre par voie orale. Par voie orale, qui est assez remarquable. Et bien sûr, le pôle nous apporte d'autres choses. C'est que, par exemple, quand il a fallu rédiger les dossiers pour le FEDER, il nous aide sur la mise en place de ces dossiers. Il nous apporte un soutien quand on a besoin de rencontrer d'autres entreprises, d'autres chercheurs. C'est un outil qui est très important pour nous aujourd'hui, vraiment. Voilà. Autre question, alors de Kevin. Quelles sont vos relations avec VenomTech, une autre start-up de Sophia qui travaille sur les venins et les médicaments sur la douleur? Alors VenomTech, on a eu la chance de l'avoir aussi sur le plateau, et bien entendu, qui se positionnait un petit peu plus sur l'utilisation des venins pour trouver de nouvelles molécules, pas forcément uniquement sur la douleur. Alors, le professeur Lazansky. Bon, je crois qu'on va répondre très rapidement. Le créateur de VenomTech sort de mon laboratoire, donc il a travaillé sur les venins dans mon laboratoire et il recherche, je suppose, de nouveaux venins pour de nouvelles applications, mais en amont. Alors, c'est vrai, et Michel a raison, c'est qu'on espère que plus tard, quand l'activité de notre entreprise on aura plus avancé dans nos composés, parce que c'est déjà une énergie considérable de développer 3 composés. Pour une start-up, c'est absolument énorme. Il est possible que dans le futur, on puisse faire appel à des services de ce type d'entreprise qui font du screening de molécules, qui regardent un peu comment fonctionnent certains composés, et peut-être que dans le futur, nous pourrons avoir recours au service de cette entreprise. Ce serait complémentaire. Absolument, c'est tout à fait complémentaire. Le problème est, on a déjà pas mal de molécules à développer en clinique. Il va falloir qu'on fasse des choix entre nos différentes molécules compte tenu des montants à investir. Pour l'instant, la priorité n'est pas de découvrir d'autres molécules potentielles. Il y en a déjà 4. Il y a d'autres idées autour de ces 4. La priorité, c'est de trouver de l'argent pour celle-là. Alors, question de Pierre. La valorisation de la recherche n'est pas dans la culture française. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une entreprise? Il est certain que la valorisation, Pierre a raison, la valorisation de la recherche n'est pas dans la culture française. Quand j'ai voulu breveter, pendant très longtemps moi-même, j'ai pensé que les découvertes de la biologie, elles n'étaient pas pour être brevetées et exploitées.
moi-même, n'est-ce pas, pendant très longtemps, jusqu'à ce que je vois que ce qui était découvert dans mon laboratoire était breveté aux États-Unis. Et là, ça a changé la donne. Mais le premier peptide avec lequel on a fondé la compagnie, qui est un peptide de tarentule chilienne, ce premier peptide, il a fallu que je me batte moi-même avec mon propre organisme pour qu'il soit breveté. Heureusement, ça se passait dans l'an 2000 dont vous avez parlé tout à l'heure, et par conséquent, ça a pu être déterminant, mais c'est dire à quel point, effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais je crois que maintenant, les choses changent beaucoup. Ça évolue. Ben, c'est une très bonne chose. Hein. Question nouvelle. Qu'en est-il de la propriété des brevets? Quelles sont les relations entre l'IPMC et Teralpha sur ce point? Ben, la propriété, quand un brevet, il ne s'agit pas de quelque chose spécifiquement IPMC, il s'agit de brevets qui sont découverts par des chercheurs, qui appartiennent à un organisme, et par conséquent, l'organisme est le CNRS, et ensuite, il y a une négociation dont David va parler, qui a eu lieu naturellement, sur la cession des brevets par le CNRS à Teralpha. Bah, Michel, vous avez tout dit. Hein, j'insiste sur un point, c'est que, étant donné que Teralpha est une entreprise qui est proche du laboratoire, hein, c'est-à-dire on est proche de notre laboratoire d'origine, on fait participer beaucoup, en tout cas le directeur du laboratoire issu Michel, et il y a un partenariat, c'est-à-dire on n'est pas là en train de développer nos projets tout seuls. Les brevets viennent de l'Institut, ils sont du CNRS, il y a une négociation entre Teralpha et le CNRS pour obtenir les droits de ces projets pour pouvoir les développer. Et pour nous, pour les développer le mieux possible, notre leitmotiv, c'est aussi d'associer les chercheurs au fur et à mesure de l'avancée des projets. Cette négociation a lieu une fois pour toutes avec voilà, Marc Vasseur tout au début. Tout au début. Voilà. Ensuite, c'est le CNRS qui négocie, mais naturellement, les découvreurs sont partie prenante. Mais dans la première partie, c'est le CNRS qui a payé pour les brevets. Il faut quand même imaginer que Teralpha aujourd'hui a 7 familles de brevets. 7 familles de brevets, c'est beaucoup pour une start-up. Là, les brevets des canaux ioniques que j'avais pris bien longtemps. Donc on a une stratégie qui est vraiment à la fois des brevets qui sont issus du laboratoire, et puis Teralpha, au travers des études qui sont menées par nos chercheurs, par les entreprises avec lesquelles on bosse, ça nous permet de déposer de nouveaux brevets. Donc aujourd'hui, c'est quand même 7 familles de brevets, c'est extrêmement important. C'est un énorme potentiel. Hein. Oui, c'est un gros portefeuille. Alors, question de Laura. Avez-vous bénéficié de subventions? Travaillez-vous à une levée de fonds? On a abordé un petit peu le problème financier. Subventions, oui, bien évidemment. On bénéficie de l'aide indéfectible d'Oseo au travers de Françoise Marchand. Je la cite parce que c'est quelqu'un de remarquable qui comprend bien nos entreprises. Et donc Oseo nous aide. Alors nous on travaille avec une partie qui est basée à Marseille. Donc oui, on a une aide de Oseo. Oui, on a une aide de pôle de compétitivité sur notre projet subalgique. Donc ça, c'est une aide qui est très large, où à la fois la région, le département des Alpes-Maritimes participent. Donc il y a une petite lourdeur administrative, mais je dirais qu'on est quand même très fiers de pouvoir bénéficier de cette aide. Alors, le point de cette question important, c'est vraiment notre levée de fonds. Et aujourd'hui, pour continuer à avancer, oui, on travaille à une levée de fonds. Nous avons besoin d'environ 4 millions d'euros pour faire 3 ans de travail, 3 supplémentaires pour amener nos projets en clinique. Donc on travaille avec des investisseurs aujourd'hui à cette levée de fonds. On a 2 investisseurs, un investisseur en PACA et un investisseur qui est basé du côté de Clermont-Ferrand, avec qui nous entendons très bien et on espère avancer avec eux d'ici à... Voilà, alors il reste 1 minute. Alors dernière question, Teralpha a-t-elle simplement vocation à mettre au point les nouveaux médicaments? Et quand sera-t-il de la commercialisation? Alors, oui, ça c'est vocation. Aujourd'hui, c'est le développement. C'est-à-dire, nous sommes une société et revendre développement. Après, c'est ça, c'est développer et revendre à l'agro labo, c'est ça le modèle. Le business, c'est quand même de le revendre. Oui. Pourquoi? C'est pas qu'on ne veut pas le faire. Oui. On a pensé à restreindre des droits pour pouvoir continuer à développer sur le territoire français, par exemple. Mais ça coûte tellement cher de mettre un produit sur le marché qu'il faut s'adosser à des entreprises pharmaceutiques de grande taille.
David vient de vous dire que vous cherchez 4 millions d'euros. Il faut savoir que pour mettre un médicament sur le marché, il va falloir dépenser 500 millions d'euros. Donc une petite compagnie, que ce soit dans la douleur ou que ce soit dans n'importe quelle maladie du système nerveux. L'Alzheimer, c'est des milliards d'euros. Donc une petite compagnie doit avoir la modestie de dire je vais aller jusqu'à un certain stade et après passer la main. Voilà. En tout cas, l'émission se termine. Merci à vous deux d'être venus et surtout de parler. Et on espère que vous allez découvrir, parce que la douleur est un problème récurrent depuis la nuit des temps. Et si vous pouvez découvrir et mettre à disposition de nouveaux médicaments, c'est tout à fait merveilleux. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette session de Startup Show. Merci. À bientôt. Merci. Wow.